Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va continuer nos petites vidéos pour parler de l'histoire des Chicago Bulls. La dernière fois, j'avais fait une vidéo de pratiquement 40 minutes en disant que y avait forcément des trucs que j'allais devoir mettre de côté parce que sinon ça allait prendre 30 plombes. Ce que j'ai décidé de faire du coup là jusqu'à probablement la fin de l'ère Jordan, c'est de faire pratiquement saison par saison. Comme ça, il y a un petit peu plus de temps pour revenir sur plus de choses, revenir en détail sur certains trucs. Donc on va se pencher sur la saison 87-88 dans cette vidéo. Et après dans les autres vidéos, je ferai soit saison par saison, soit deux saisons grand max. Mais voilà, pour éviter de faire des trucs beaucoup trop longs. Plutôt les découper par petites séquences que faire un truc énorme d'un coup. Donc saison 87-88, on vient de quitter les Bulls après une nouvelle élimination en playoff par les Celtics, un nouveau sweep, deux années de suite que les Celtics nous sweep en playoff au premier tour. Jordan vient de faire une saison à 37 points par match, la cinquième meilleure marque de tous les temps. Doug Collins est notre coach et donc on sent bien qu'il y a besoin de renfort parce que malgré cette saison extraordinaire de Jordan, qui n'a même pas fini MVP d'ailleurs, c'est Magic Johnson qui est MVP cette saison-là. Mais malgré cette saison dingue de Jordan, on sent qu'il voilà, y a besoin de renfort pour espérer viser un peu plus haut. Donc l'été 87 s'annonce extrêmement fructueux parce que les Bulls vont faire énormément de bons moves. On va tous les détailler et ça passe évidemment par la draft, cette fameuse draft 87 où les Bulls ont deux picks dans le top 10 avec les picks 8 et 10. Donc avec le pick 8, ils prennent Holden Polynice qui est en intérieur. Et avec le pick 10, ils prennent Horace Grant. Sauf que entre temps, ils tradent le pick 8 à Seattle avec, avec leur second tour de draft 1989 contre Scottie Pippen, qui était le choix numéro 5 de cette même draft, et le premier tour de draft 89 des Sonics. Donc, le pick 8 plus un second tour pour trade up et obtenir Pippen et leur premier tour. C'est quand même un sacré coup de maître de la part de Jerry Krause. Et justement, on en reparlera quand on parlera de la draft 89, ça a eu son importance. Donc déjà, rien que ça, c'est quand même un sacré coup. Quand tu repars de la draft avec Pippen et Grant, bon, même si à ce moment-là, personne ne se doute que voilà, ça va donner ça par la suite, mais ouais, rétrospectivement, tu te dis, là, quand même, on a fait une draft pas dégueulasse. Donc il y a ça. On prolonge le contrat de Doug Collins, qui était arrivé à la saison précédente et qui donne plutôt satisfaction. On lui trouve un nouvel adjoint en plus de Tex Winter qui s'appelle Phil Jackson, donc qui signe en tant qu'assistant coach pour compléter un petit peu le staff. Et pareil, ça c'est une trouvaille de Jerry Krause qui allait le chercher alors qu'il entraînait à Albany dans les ligues mineures de basket. Donc voilà, ça étoffe un petit peu le staff technique. Et il y a également le retour de la légende Artis Gilmore, qui donc était parti aux Spurs quelques années plus tôt en disant voilà, qu'il voulait aller dans un club un peu plus ambitieux que les Bulls qui à ce moment-là étaient au fond du trou. Et puis aux Spurs, ça n'a pas franchement marché en termes de résultats collectifs, hein, même si lui il a toujours été plutôt bon. Mais là c'est vrai qu'il commence à se faire un petit peu âgé. Les Spurs n'en ont plus trop besoin, donc les Bulls se disent pourquoi pas, on le signe sur un an, il peut toujours apporter avec son expérience, etc. Donc Artis Gilmore revient à Chicago. Ils le font venir en envoyant aux Spurs un second tour de draft. Donc au niveau de l'été, on est déjà sur un été assez productif et assez intéressant. Et ça se confirme avec un début de saison plutôt réussi, avec 7 victoires, une défaite pour débuter. Et même 12 victoires, 5 défaites après un road trip à l'ouest qui restera fameux par cette fameuse anecdote à Utah où Michael Jordan s'échappe du marquage de Stockton et part claquer un dunk. Et alors qu'il se replace en défense, il y a quelqu'un dans la salle qui est dans les premiers rangs qui lui gueule affronte quelqu'un de ta taille, parce que bon, Stockton évidemment est beaucoup plus petit que Jordan. Action suivante, Jordan récupère le ballon, part et va claquer un dunk sur Mel Turpin, le pivot du Jazz qui fait 2,18 m. Et donc là, en retournant se placer en défense, il se retourne vers le gars qui lui avait gueulé dessus en tribune, il lui fait ça va, il est assez grand celui-là. Et donc voilà, c'est une anecdote assez particulière de l'époque. Mais donc voilà, à ce moment-là, les Bulls sont à 12 victoires, 5 défaites au moment de retourner à Chicago.
ce qui est un bilan plutôt encourageant. Et malgré tout, il y aura pas mal de changements au mois de décembre parce que Artis Gilmore, ça tient pas la route. Il a 38 ans, il a les genoux qui grincent, il en peut plus. Et puis comme du coup, ben, à 38 ans, il a du mal à se replacer en défense, tu vois, il est plus aussi efficace qu'avant. Et puis bah, il est beaucoup plus lent. Donc du coup, comme les Bulls veulent jouer vite, c'est un petit peu embêtant. Donc du coup, euh, l'expérience Gilmore tourne court et en décembre, il l'envoie à Boston via un trade. Euh, et il y a d'autres changements, c'est une série de 5 défaites qui va précipiter un changement au poste de meneur de jeu parce que John Paxson était le titulaire depuis le début de saison, mais au gré de ses performances, il commençait déjà à perdre quelques minutes par-ci par-là au niveau de son temps de jeu. Et après ces 5 défaites consécutives en décembre, là il va carrément y avoir une inversion, c'est-à-dire que Rory Sparrow, qui gagnait de plus en plus de minutes, devient le titulaire et John Paxson devient donc son remplaçant. Et même si c'est pas Rory Sparrow en lui-même qui apporte grand-chose, hein, c'est pas un super scoreur, c'est pas forcément un excellent meneur de jeu qui distribue la balle, etc. Mais les Bulls gagnent 4 matchs de suite dès qu'ils passent dans le 5 de départ. Donc Doug Collins reste sur cette idée avec de toute façon Jordan qui est le principal dépositaire du jeu. C'est par lui que tous les ballons vont passer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, en gros, la tactique de Collins, c'est balle à Jordan et voilà, laissez-le un peu faire beaucoup de 1 contre 1. Donc Jordan continue de cartonner comme il l'avait fait la saison précédente, hein, à la mi-janvier, après avoir mis quelques petits cartons par-ci par-là, il tourne à 33 points par match, ce qui est moins que la saison précédente, mais c'est quand même encore le meilleur marqueur de la ligue et d'assez loin. Et également il excelle également défensivement, tu vois, il se distingue des deux côtés du parquet. Il y a plusieurs matchs à 5, 6 interceptions, tu vois, où il est toujours, comme la saison précédente, il était dans le top 20 au contre, et là il est encore dans le top 20 au contre. Il fait un match à 10 interceptions, ce qui est le record de la franchise des Bulls, et pas loin du record de la ligue, parce que le record de la ligue est toujours de 11 à l'heure actuelle, qui est détenu par Larry Cannon, entre autres, qui était un ancien joueur des Bulls. Mais quand il a fait ce record, il jouait pas aux Bulls. Et donc voilà, Jordan en fait 10 sur un match au mois de janvier, et un mois de janvier qui sera aussi marqué par un match charnière dans la rivalité Bulls-Pistons, parce qu'il y a ce match entre les deux équipes où Jordan part au cercle et Rick Mahorn le retient grave. Tu vois, il l'attrape, il le chope, il le fout au sol. Et donc là, ça commence, voilà, débordement, tout le monde rentre sur la pelouse, ça commence à se battre dans tous les sens. Doug Collins et Charles Oakley vont s'en prendre à Rick Mahorn. Ils essaient de l'étrangler. T'as Doug Collins, il est pratiquement sur le dos de Rick Mahorn comme ça. Rick Mahorn, il balance Collins dans la table de marque, tu sais, où t'as les types qui prennent toutes les stats. Donc voilà, gros bordel, grosse baston. Au final, il y aura juste Rick Mahorn et Charles Oakley d'expulsés sur ce match-là. Il n'y aura pas vraiment de suspension derrière. Donc tu vois, à l'époque, ça pouvait se bastonner, tout allait bien. Mais voilà, c'est déjà une première étape dans la rivalité Bulls-Piston qu'on va pas mal développer évidemment dans les vidéos des saisons à venir. Mais bon, à part cet accident, bon, bah, Jordan, il va très bien, hein, il cartonne offensivement, il est au top des interceptions au niveau des défenses. Voilà, il fait le taf des deux côtés du parquet, et donc au moment du All-Star Weekend qui se déroule à Chicago, il va encore être très en avant, très mis en lumière, avec ce fameux concours de dunk, la revanche de la saison précédente avec cette finale Jordan-Dominique Wilkins, et les polémiques qui vont aller avec, puisque Jordan aurait été favorisé de jouer à domicile. C'est vrai que bon, voilà, il y a quelques notes sur certains dunks, bon, ça peut porter à polémique. Bon, ma foi, après, c'est un concours de dunk qui a rien de bien extraordinaire. C'est vrai que Dominique Wilkins aurait dû le gagner, mais bon, voilà, Jordan avec son dunk sur la ligne des lancers francs à la toute fin récupère un 50 alors qu'il avait besoin de 47 points pour être champion. Bon, ma foi, on va pas revenir trop là-dessus, c'est pas spécialement important. Toujours est-il que le lendemain, dans le fameux match des étoiles, Jordan marque 40 points, ce qui est la deuxième meilleure marque dans un All-Star Game à ce moment-là. Et ça a été battu après, mais à ce moment-là, 40 points, c'est le deuxième plus gros total, et il finit MVP de ce All-Star Game. Donc concours de dunk et MVP en 2 jours. Euh, plutôt intéressant. Et derrière ça, il y aura un troisième changement pour les Bulls à la main.
juste après ce All-Star Weekend, puisque les Bulls font un trade pour récupérer Sam Vincent qui arrive de Seattle. Donc on a quand même pas mal fait de trades avec Seattle cette saison-là. Mais donc on récupère ce meneur Sam Vincent qui devient titulaire d'entrée. Et d'entrée, voilà, acclimatation directe. Il fait des matchs. Dès son deuxième match, il fait 13 passes décisives. Enfin voilà, il se montre très, très productif d'entrée de jeu. Et les Bulls vont signer une fin de saison très intéressante avec, sur les 26 derniers matchs, 19 victoires. Donc avec pas mal de séries de victoires par-ci par-là. Et Jordan là qui passe la seconde en termes de carton offensif, il claque 50 points face à Boston. Il en met 49 contre Philadelphie. Il y a un autre match contre Détroit où il en met 59 avec des lancers francs cruciaux en fin de match. Les Knicks, il en met 47. Il en tape 46 contre Boston vers la fin de saison. Et avec tous ces cartons-là, ça fait grimper sa moyenne jusqu'à 35 points par match. Donc il termine la saison avec 35 points par match, meilleur marqueur de la ligue. Il est également meilleur intercepteur de la ligue avec 3,16 interceptions par match. Ce qui fait de lui le MVP de la saison cette fois-ci. Et le Defensive Player of the Year. Donc voilà, il est meilleur marqueur, meilleur intercepteur, meilleur défenseur et meilleur joueur de la ligue. Donc avec en plus MVP du All-Star Game et concours de dunk. Donc voilà, tous les titres individuels arrivent sur l'étagère à Jordan. Et les Bulls terminent avec 50 victoires, 32 défaites. Donc première saison à 50 victoires depuis l'année 73-74. Donc c'est quand même un sacré bond en avant pour cette franchise qui, on le rappelle, hein, avant l'arrivée de Jordan, on se disait, voilà, il y a 6000 personnes dans la salle, plus personne n'est intéressé par cette équipe, voilà, tout le monde, les joueurs ont tous des problèmes de drogue, d'indiscipline, etc. Et là, tu vois, 4 saisons plus tard, c'est quand même déjà autre chose. Les Bulls sont parmi les 5 plus grosses affluences de la ligue. Il y a 17-18 000 abonnés à chaque soir au Chicago Stadium. Et puis tu as l'ambition qui renaît. Et malgré tout, au moment d'aborder les playoffs, on se dit ouais, c'est bien tout ça, mais maintenant il serait peut-être temps qu'en playoffs ça donne quelque chose, quoi. Parce que malgré tout, ça fait 3 éliminations de suite au premier tour, 2 sweeps contre les Celtics, même si c'est les Celtics voilà, au top. Toujours est-il que maintenant il faut valider tout ça par un parcours en playoff. Donc les Bulls reçoivent les Cavs au premier tour de ces playoffs. Les Bulls sont terminés 3e de leur conférence avec ce bilan de 50 victoires, 32 défaites. Et reçoivent donc les Cavs au premier tour. Et Jordan claque 50 points d'entrée au match 1. Histoire de bien montrer voilà, qui est le patron et que voilà, on a envie de passer un message clair et net. On est confiant et on veut aller loin dans ces playoffs. Entre le match 1 et 2, Ron Harper, qui est un jeune arrière des Cavs et qui a manqué le match 1, dit ouais, Jordan a mis 50 points, mais c'est parce que j'étais pas là. Si je défends sur lui, il va être loin de mettre 50 points. Ok. Ron Harper joue le match 2, défend sur Jordan la grande majorité du match, et Jordan claque 55 points. Voilà. Merci Ron Harper, la prochaine fois tu te tairas. Et donc les Bulls gagnent ces 2 premiers matchs à Chicago et arrivent assez confiants pour la suite de la série à Cleveland, sauf que Cleveland, ils ont quand même du répondant avec un joueur comme Mark Price, avec Ron Harper. Ils ont quand même une équipe eux aussi qui est jeune et qui monte en puissance dans la ligue. Et ils prennent les 2 matchs à Cleveland. Mark Price marque 31 points au match 3, Ron Harper marque 30 points au match 4. Et voilà, les Cavs égalisent à 2-2 dans la série parce que voilà, comme on l'a dit, les 2 équipes sont 2 équipes jeunes et qui montent en puissance dans cette ligue. Et donc voilà, des 2 côtés, il y a du répondant, c'est des matchs assez équilibrés quand même. Donc voilà, il y aura un match 5 décisif à Chicago dans lequel il y a un changement qui va s'avérer décisif parce que le pauvre Brad Sellers que les Bulls ont drafté 2 ans avant, il donne pas vraiment satisfaction. Tu vois, il est encore titulaire, mais il a du mal à exister dans tout ça. Enfin, drafté la saison d'avant, pardon. Et donc, en plus, défensivement, il a du mal parce que c'est quand même un mec qui fait plus de 2m10 et il joue en poste 3. Donc, c'est compliqué pour lui aux côtés de Charles Oakley et de Dave Corzine. Donc ça fait 3 intérieurs de très grande taille et 2 arrières. C'est vrai que c'est un petit peu déséquilibré au niveau du 5 pour les Bulls. Et donc la solution de Collins, c'est de mettre Brad Sellers sur le banc pour ce match décisif et de titulariser Scottie Pippen. Alors on n'en a toujours pas parlé dans cette saison, mais Scottie Pippen,
a joué 79 matchs en saison régulière, mais aucun dans le 5 de départ. Toujours remplaçant, où il a eu le temps de prendre ses marques au fil de la saison. Euh, voilà, joueur qui se distingue principalement par sa défense, pas forcément un shooter émérite ou quoi, mais on voit quand même qu'il a des qualités athlétiques excellentes et que c'est un défenseur voilà, très, très intéressant. Et donc du coup, sur ce match 5 contre les Cavs, match décisif pour remporter la série, il devient titulaire aux dépens de Brad Sellers, qui de toute façon est largué en défense. Et Pippen sort un match de très grosse qualité. Il marque 24 points à 10 sur 20 au tir, 5 rebonds, 6 passes décisives. Pendant ce temps-là, Charles Oakley prend 20 rebonds, dont 8 rebonds offensifs. Jordan marque 39 points et évidemment, ça permet aux Bulls de remporter ce match 5 107-101 et de se qualifier pour le tour suivant. Donc voilà, pour la première fois depuis 81, les Bulls gagnent une série de playoffs. Donc voilà, là il y a enfin une progression. Enfin, tu vois, les saisons précédentes et celle-ci sont validées par un parcours en playoff qui est déjà meilleur que ce qu'on a eu sur les saisons précédentes. Problème, au tour suivant, ce sont les Pistons qui débarquent. Et là, autant dans la série Bulls-Cavs, les deux équipes avaient un niveau d'expérience plus ou moins similaire, avec, ouais, comme on l'a dit, deux équipes jeunes et qui progressent dans le même temps. Là, par contre, les Pistons, ils sont déjà un petit peu plus au niveau de leur prime, avec des joueurs extrêmement expérimentés. Et avec, bon, comme on l'a déjà dit, plus tôt dans la saison, il y a eu des bastons, etc. Voilà, à ce niveau-là, ça va être également très coriace, même si ce sera encore plus marqué dans les saisons d'après. Mais déjà là, il y a quand même déjà quelques coups par-ci par-là, notamment sur les rookies. C'est vrai que les Bulls mettent pas mal de coups à Horace Grant, à Scottie Pippen, etc. Et le fait que ces joueurs-là, tu vois, montrent que, voilà, tu vois, ils restent au sol, ils montrent qu'ils, tu vois, ils prennent des coups de coude. Par exemple, il y a une image où Horace Grant prend un coup de coude euh, dans la poitrine et puis il reste au sol, tu vois. Et les Pistons, eux, ça leur permet de prendre un avantage psychologique. Ils disent, ah ok, tu restes au sol, bon très bien, ça veut dire on va continuer à t'en mettre et ça va passer, quoi. Et donc les Pistons prennent cet avantage psychologique au fil de la série. Et pourtant, Chicago va prendre le match 2 à Détroit, parce que donc Détroit a l'avantage du parquet sur cette série, et remporte le premier match en limitant les Bulls à 82 points. Voilà, énorme défense, voilà, énorme pressing défensif. Mais voilà, pas seulement en mettant des coups. Hein. Détroit est également une fabuleuse équipe défensive et gêne énormément les Bulls, parce que de toute façon, c'est surtout balle Jordan et laisser le faire. Donc dès qu'ils arrivent à faire des prises à deux sur Jordan, voilà, tout de suite, l'impact offensif de l'équipe est extrêmement limité. Donc les Bulls sont limités à 82 points au match 1, mais vont quand même remporter le match 2 grâce aux 31 points, un petit peu surprise du meneur Sam Vincent, qui profite justement des prises à deux que se bouffe Jordan pour avoir des ballons et être pas mal démarqué pour avoir quelques shoots. Donc il claque 31 points et ça permet aux Bulls un petit peu par surprise quand même, de reprendre l'avantage du terrain et se présenter à Chicago avec un bilan de 1-1. Sauf que là, les Pistons vont passer encore un cap au niveau défensif et encore voilà, euh, augmenter leur pressing et encore plus couper Jordan du reste de l'équipe. Au match 3, les Bulls sont limités à 77 points et au match 4 à 79. Non, c'est l'inverse. Au match 3, 79 points et au match 4, 77. Mais bref, dans les deux fois, ils sont sous les 80 points et ça permet largement aux Pistons de remporter ces deux matchs, mais très très largement. Il y a plus 22 au match 3 et plus 19 au match 4. Donc, au moment de repartir à Détroit pour le match 5, les Pistons mènent 3-1. Ils viennent de mettre deux cartons monumentaux à Chicago avec un Isaiah Thomas qui se régale parce que lui, il est de Chicago. Et il y a cette. Comment dire, il prend très mal le fait que Jordan soit le héros à Chicago, alors que lui est de Chicago. Et il dit, ça devrait être moi le héros de la ville, parce que je suis de Chicago, je suis le joueur qui est sorti des quartiers difficiles de Chicago et qui réussit en NBA et qui est un des joueurs majeurs de cette ligue. Mais non, à Chicago, c'est Jordan le héros, parce que voilà, il vient d'être élu MVP, etc. Il sort de 2 saisons à 35 points minimum. Et il a sorti la franchise de la merde, on l'a déjà expliqué plein de fois. Donc lui, il prend ça assez mal. Et ce qui
l'énerve un petit peu, c'est de voir son neveu avec un maillot des Bulls et un maillot de Jordan des Bulls, quoi. Et ça c'est vrai que Isaiah Thomas, il a du mal avec ça. Et donc, il reporte toute sa haine sur Jordan et sur les Bulls. Et donc, il prend un malin plaisir à venir cartonner les Bulls sur cette série et gagner 2 matchs très largement à Chicago. Parce qu'il disait, en plus, voilà, toute sa famille lui demande des places pour les matchs, même quand c'est des matchs des Bulls, tu vois, pour venir supporter les Bulls, quoi. Pas tant pour voir Isaiah Thomas, mais plus pour supporter les Bulls, quoi. Donc, voilà, il prend un malin plaisir à, à cartonner les Bulls. Et donc, derrière ça, les Bulls, bon, sur le match 5 à Détroit, ce sera une nouvelle défaite qui va mettre fin à la saison de Chicago et les Pistons vont continuer leur parcours en playoff. Ils vont aller donc en finale de conférence derrière ça. Mais voilà, c'est les premières pierres, on va dire, de la rivalité Bulls-Pistons qui va s'accentuer encore plus dans les saisons suivantes. On aura le temps de développer ça, parce que là, j'en suis déjà à plus de 20 minutes de vidéo et voilà, je vais pas insister plus, parce que comme je dis, je vais pas faire des vidéos de 3 quarts d'heure, 1 heure, je vais couper, donc on va faire saison par saison. Mais voilà, après cette saison 87-88 où les Bulls ont progressé, où les Bulls ont fait un grand pas en avant, avec donc 50 victoires, Jordan MVP, meilleur défenseur, et un parcours en playoff plus important que les saisons précédentes. Voilà, il y a cette montée en puissance, mais il y a aussi comment dire, euh, pour que les Bulls fassent encore mieux par la suite, ça va passer par, il faudra battre les Pistons en playoff. C'est un petit peu le, voilà, tu sens que de toute façon, à un moment donné, dans ton parcours en playoff, tu vas tomber contre les Pistons, donc il faut trouver le moyen de les battre. Donc on va voir par la suite comment les Bulls vont s'organiser sur ça. Donc voilà, fin de cette vidéo. J'espère que je suis revenu sur assez de trucs, qu'il y a assez de détails et qu'elle est assez intéressante pour tout le monde. Et bah, comme d'habitude, s'il y a des questions, s'il y a des trucs sur lesquels vous voulez que je revienne, pas de souci. Moi je suis à 100% dispo pour revenir sur tout ça. Donc voilà, on va tout de suite là partir sur la saison suivante. Je vais mettre les 3 saisons d'un coup sur Twitter et puis enfin, sur YouTube plutôt. Et puis on se retrouve très rapidement pour la suite. Allez, go Bulls et à bientôt.